ta place est là. Il faut se mettre un peu, non? Vraiment, niveau visuel, c'est un spectacle qui est basé sur le visuel, avec beaucoup de jeux d'ombre, notamment. Mais là, franchement, on a travaillé toute la journée là-dessus, sur des effets visuels assez costauds. On ne pourra pas... Ça marche. On n'a qu'un. C'est François qui a demandé un soir. Là, je suis plus crédible parce que ça va pas marcher. Mais juste qu'on sache s'il y a de la lumière. Non, il y a juste de la discrimination. Oui, voilà, ils sont choisis. Il y a juste un projet. Il y en a qu'un pour le moment, mais ils sont en train d'essayer d'en avoir 2, puis 3, puis peut-être 4. D'accord. Ok. Donc, voilà. Ou pas, celui-là non plus. Juste qu'on fasse un choix. Mais c'est pas très grave. Vraiment, c'est pas grave du tout si on n'a pas de lumière. Dans la mesure où voilà, on s'est retrouvés ce matin à 11 h avec tout le groupe. Et là, je sens qu'il va se passer des trucs. Et voilà, donc c'est un groupe qui est composé de gens qui viennent d'Alfortville, de Guyancourt et de Bagnolet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2008, j'ai commencé une expérience. Non, 2011. Voilà, en 2011, j'ai commencé une expérience de théâtre, qu'on appelle théâtre documentaire, qui consiste à rassembler des gens d'une ville. En l'occurrence, là, ça a commencé donc, en 2011 à Alfortville. Et donc, on a travaillé pendant un an à essayer de raconter la ville d'Alfortville. On a joué un spectacle, et la lumière. Et du coup, après, j'ai continué, et j'ai fait un spectacle avec des gens de Guyancourt. Et après, cette saison-là, dernièrement, au mois de mai, un spectacle avec des... Dites-moi, donc du coup, avec des gens de Bagnolet. Et donc là, la saison prochaine, je vais travailler avec des gens du quartier, avec des gens de la Villette. Et du coup, l'idée, c'était de présenter aujourd'hui voilà, un aperçu des 3 spectacles qui se sont faits en région parisienne. Et tout en sachant que j'en avais fait un aussi en Corrèze. Incroyable. Incroyable. En Corrèze, mais c'était compliqué de faire venir les gens de Corrèze, avec un bus, tout ça. Voilà, ça nécessitait des moyens qu'on n'avait pas. Et mais je ne me suis pas présenté, je m'appelle Stéphane Chouproun, donc vous allez peut-être le dire un par un, c'est ça. Je m'appelle Anaïs Donati et j'habite à Bagnolet. Je m'appelle Babette Sagon, j'habite à Alfortville. Je m'appelle Valérie Scubla, j'habite à Alfortville. Je m'appelle Pascal Keurnier, j'habite à Montigny-le-Bretonneux et c'est juste à la limite de Guyancourt. Je m'appelle Ingrid Gignoux et j'habite Guyancourt. Je m'appelle Juliette Béillard et j'habite à Viroflay, mais je travaille à Guyancourt. Je m'appelle Mathieu Livs et j'habite à Guyancourt. Je m'appelle Anne-Marie Duchemin et j'habite à Guyancourt. Gaël Collet, Palaiseau. J'habite à Alfortville, je m'appelle Marie. Moi, c'est Thibaut Lecourt et j'ai habité à Alfortville. Je m'appelle Nordine Terranti, j'habite encore à Alfortville. Moi, c'est François Longchamp et j'habitais à Alfortville. Laurent Motte, Paris 20e. Je m'appelle Grace Costin et j'habite à Bagnolet. Je m'appelle Caroline Lejeune et je suis montreuilloise. Je m'appelle Ahmed Béatrice de Bagnolet. Voilà, et donc généralement les 3 expériences ont commencé à peu près de la même façon. Les gens arrivent, voilà, on discute, je me présente, tout ça, et je leur demande comment ils sont arrivés.
salle de répétition du théâtre studio d'Alfortville, avec écrit sur un grand hangar théâtre studio. Du coup, j'avais tapé sur Google théâtre studio et j'avais vu sur la page d'accueil proposition d'atelier, documentaire, d'enquête sur la ville. Voilà, comme à ce moment-là, je faisais mes études d'urbanisme. C'est quelque chose qui m'intéressait, de parler de la ville au théâtre, alors j'y suis allé. Moi, je suis venu en bus à l'échangeur de Bagnolet avec le 76. L'échangeur de Bagnolet et Gallieni, c'est 76, 102, 122, 221, 318, 354, N16, N34. Et j'aime beaucoup les bus. Moi, je suis arrivée il y a 5 ans à Guyancourt et j'ai voulu m'investir dans la vie culturelle de Guyancourt et donc j'ai participé à l'atelier il y a 5 ans, atelier théâtral au théâtre de Guyancourt, la ferme de Belle-et-Bas. Et là, il y a 2 ans, Stéphane nous a proposé ce projet fou et auquel j'ai bien évidemment adhéré. Je suis venu aussi au même atelier qu'Anne-Marie, mais je vais plutôt vous parler de mon arrivée ici aujourd'hui, parce que c'est un peu relié les 3 villes. Je suis parti de Guyancourt en voiture et j'ai rentré, je me souvenais que l'adresse ici c'était Jaurès 19, enfin j'avais vaguement quelque chose comme ça. J'ai tapé rue Jean Jaurès, 19 rue Jean Jaurès. Et en fait, ma voiture m'a amené tout près du théâtre de l'Échangeur, 19 rue Jean Jaurès, c'est tout près du théâtre de l'Échangeur à Bagnolet. Et en fait, sur le chemin, je suis passé devant Alfortville, Guyancourt, Alfortville, Bagnolet. Je suis arrivé en retard ce matin, je m'en excuse, Stéphane. Pour tous les ateliers d'ailleurs. 15 décembre 1979, c'était notre première visite à Guyancourt pour mon mari et moi. On était venus pour visiter un appartement témoin. On est ressorti de cet appartement témoin, propriétaire d'un 5 pièces, avec les WC à l'intérieur, une baignoire, alors qu'on quittait un 2 pièces à Paris. Et on n'est pas rentré à Paris, on est parti directement à la maternité, parce que c'était la naissance de notre 2e enfant. Ma première fois à l'échangeur, je faisais une balade situationniste, parce que je faisais des études en école d'art. Situationniste? Mais qu'est-ce que c'est que une balade situationniste? Oui, alors une balade situationniste, ça veut dire pratiquer l'errance, se promener sans but, et comme ça on peut rencontrer quelque chose qu'on n'a pas prévu. Oui, c'est une dérive situationniste, la dérive situationniste. Pour aller à Guyancourt, moi j'emprunte une route en zigzag comme ça et j'accède à un plateau, mais un plateau immense, immense, immense. Là, direct en haut, il y a un gros champignon blanc avec un ballon de foot géant qu'on voit des radars. Je suis sur le plateau de Saclay. Il y a des ronds-points partout. Premier rond-point, je chope la D36, une route rectiligne, tout droit, on ne peut pas se tromper. Deuxième rond-point, c'est le rond-point de Saclay, direction Courtepaille, Bricomarché, FH, Bouygues, ça construit partout. Je continue, je longe le centre de recherche atomique, là, genre camp 2e guerre mondiale, barbelé, de l'autre côté, plateforme électrique, des pylônes comme ça, chapeau pointu, élargi, jambes écartées, reliés par des fils, en enfilade, à perte de vue. Et là, c'est la campagne, c'est plat, mais il y a des ronds-points quand même. Et on reste tout droit. On rentre dans les Yvelines par un rond-point, on continue, 5 km/h, pas trop se lâcher. Et là, finalement, au bout d'une dizaine de ronds-points, j'arrive à un immense rond-point, c'est le rond-point des mines. Là, je tourne à droite. Et là, super original, je longe un golf avec une rangée de tilleuls, 2 voies, un couloir de bus, une rangée de tilleuls, 2 voies dans l'autre sens, et encore une rangée de tilleuls. Pavillon, 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 pavillon. Bagnole, bagnole, bagnole. Personne, personne, personne. Personne. Rond-point, tout droit, je continue. Un gymnase entouré de grillage, je continue. Et là, au bout de 3-4 ronds-points, je vois un McDonald's. Ça me fait du bien parce que j'arrive, je sais que c'est là, je ne peux pas me tromper. Parce que comme tout se ressemble, on peut se tromper. Donc je tourne à gauche et j'arrive à la villa Jean Monnet où on répète à côté d'un camion pizza. Moi, j'arrive d'Alger. Quand je suis arrivé, je ne savais pas que j'allais faire du théâtre. Et puis, on n'a pas l'habitude, parce que Alger est une ville capitale, et au bord de l'eau. Je voulais juste, si ça t'ennuie pas, expliquer pourquoi. On ne demande pas comment tu es arrivé en France. C'est pas ça la question. Mais bon. De la plaque. Regarde-moi quand Je voulais juste quand même, j'aurais pu, mais bon. Moi, par exemple, moi je suis arrivé dans le TGV de Lyon à 14h42. Oui, ben moi je suis arrivée des États-Unis. Et je me souviens, quand je me suis installée
installés à Bagnolet. Quelques temps après, il y a eu ce théâtre de l'échangeur qui a ouvert ses portes et il commençait à proposer des ateliers théâtre. Et je me suis empressée de m'inscrire à l'atelier théâtre à Bagnolet, au théâtre de l'échangeur. Et je me présente donc dans ce théâtre et tous les autres participants étaient déjà là. Ils étaient tous assis là et ils se parlaient. Ils avaient l'air de se connaître. En fait, je pense qu'ils se connaissaient tous. Et j'étais sans doute la dernière arrivée. Et ben, c'était important pour moi, arrivant aux États-Unis. Donc, je me suis habillée. J'avais mis une grande robe en velours noir avec des grosses fleurs rouges, une grande jupe. I bought it in New York, and at the time it seemed like a really good idea. And so je pensais que, ouais, je parlais français quand même, enfin j'avais étudié, mais il y avait des mots, en fait. Ils se parlaient, ils se connaissaient, ces gens, et puis ils avaient des mots que je connaissais, mais qui n'avaient pas le même sens. Ils me parlaient du plateau. Le plateau, c'est pour servir le thé. Ou alors du filage. Ça n'a rien à voir avec la couture. La générale. Les gamelles. C'est pas l'épouse du militaire. La gamelle, c'est pas pour servir la soupe, c'était. Enfin. Voilà. Le studio d'Alfortville, c'était un entrepôt de vin. Et ici, c'était une bourse. C'était la Enfin, bourse. non, c'était les abattoirs. C'était la bourse Ici, on des achetait clercs la et des viande. pauvres. Non, mais il y a de tous Ah, les mais choix. l'ensemble de la Villette, c'était des abattoirs, il y avait le pavillon, des veaux, et là où il y a le grand théâtre, c'est la On va rentrer la semaine prochaine avec le groupe de gens qui viendront travailler sur la Villette, sur le spectacle qu'on fera ici à la Villette la saison prochaine. Donc voilà, on travaillera sur l'histoire du lieu, l'histoire du thème. Attends, Stéphane, à propos de l'histoire, Alfortville, ça n'a pas toujours existé. Ça n'a pas toujours été Alfortville. Alfortville, c'était une section de la commune de Maison-Alfort. C'était la section la plus misérable de la commune de Maison-Alfort, qui était séparée de la commune de Maison par la ligne du PLM. La ligne du PLM. La ligne de chemin de fer. Paris-Lyon-Marseille. Paris-Lyon-Marseille. Et les habitants d'Alfortville qui avaient tout défriché dans leur marais, parce que c'était vraiment quelque chose de C'était marécageux, c'est comme à Bagnolet. Bagnolet, ça s'appelle Bagnolet, parce qu'en référence au bain, parce qu'en fait c'était un lieu marécageux, en fait, comme Alfortville, où ce qui a été asséché pour pouvoir construire. Comme à Guyancourt, les retenues d'eau, en fait, c'était pour alimenter le château de Versailles pour sa majesté absolue. Donc on avait conduit tout un réseau hydraulique, mais en fait ça marchait pas très bien. Donc on ouvrait les robinets quand le roi passait, et dès que le roi était passé, on les refermait. Mais c'est pour ça qu'il y avait plein d'eau. Oui, mais nous aussi, en fait, la commune d'Alfortville, dont tu dis, on est en train de fêter d'ailleurs les 129 ans d'Alfortville. Oui, 129 ans. les gens d'Alfortville, les gens de la section d'Alfortville ont obtenu l'autonomie communale en 1885. D'accord. En faisant une pétition auprès En faisant une pétition, voilà, et puis ils ont obtenu. Mais pourquoi? Parce que cette Alors, zone voilà. était C'était pas les mêmes populations. marécageuse. C'était pas les mêmes populations. Absolument. C'était Alfortville, c'est une population prolétaire, sans attache. Maison-Alfort, c'était plutôt des paysans qui avaient tous des liens de famille les uns avec les autres. Cultivateurs, oui. Donc c'était deux populations qui ne se rencontraient pas en fait. En fait, je vous prie de relever l'origine aquatique de la banlieue. Donc, c'est juste une idée qui me vient Oui, alors à propos. La banlieue est née dans l'eau. Aquatique, alors 1910, ça a été vraiment des inondations terribles à Alfortville. En janvier, un samedi, l'eau a commencé à monter
fallu en fait évacuer tout Alfortville. Il y a même une meule flottante qui est arrivée. Actuellement, il y a le carrefour Pompadour, c'est à Ferme Pompadour à ce moment-là. Il y a une meule flottante qui s'est déversée énorme sur toute la ville d'Alfortville, qui a détruit toutes les meule flottante. La meule flottante, oui, qui a tout balayé sur son passage. Elle venait de la ferme de Pompadour. Absolument. C'est une meule de foin. Et si tu veux, cette meule flottante, mais du coup, il a fallu évacuer tous les habitants d'Alfortville. Ça a été dramatique, c'est-à-dire il y avait des barques, il y avait des policiers qui arrivaient en disant évacuer énormément. Il y en avait plein, il y avait notamment ma vieille voisine avec son petit chien qui ne voulait pas descendre. Oui, je me rappelle très bien. Bah oui, c'était une voisine, tu te souviens très bien de ça. Et en fait, les gens ne voulaient pas partir, alors qu'on nous demandait tous de sortir de nos maisons et de partir de ce lieu parce que les eaux continuaient à monter. Et ils ne voulaient pas partir parce qu'ils avaient peur que dans leur absence, on pille leur maison. Et ils n'avaient pas tort parce que les Prussiens qui occupaient cette zone, ils n'ont rien laissé. Les Prussiens, c'était en quelle année les Prussiens? 1870. Ah, mais 1870, c'est la commune aussi. Oui, c'était la commune. Donc c'est là qu'il y a eu la répression au camp de Satori, là, à côté de Guyancourt, toujours. C'est là où on a fait venir les communards. Il y a eu 11 179 exécutions. Donc les condamnés défilaient avec leurs pelles, creusaient la fosse dans laquelle on les jetterait une fois qu'ils seraient morts. 1980, on emménage à Guyancourt, à l'école maternelle où on avait inscrit notre fils. Ils n'attendaient pas autant d'enfants, donc ils ne pouvaient pas scolariser tout ce monde. Donc on a occupé l'école, et quelques heures plus tard, ils ont ouvert plusieurs classes, et tous les enfants ont pu être scolarisés. Cette école maternelle, maintenant, elle n'existe plus. Elle a laissé la place à la maison de la justice et du droit. Bah oui, mais les choses s'en vont comme ça, ils laissent la place à d'autres choses. La commune, à l'époque, il y avait les fortifs encore, les fortifications de tirs, qui ont été par la suite rasées. C'est normal. Et quand Ingrid raconte son déménagement de Paris à Guyancourt, en fait, ça se place dans l'histoire des villes nouvelles. Guyancourt, c'est dans la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui. Des villes qui ont été construites justement pour accueillir ces Parisiens dans des logements un peu plus décents. Mais bon, il fallait faire la ville, mais il fallait aussi que les gens puissent y aller. Il fallait que la voiture puisse circuler. Donc, sur la place des fortifications, ils ont mis l'échangeur de Bagnolet. Et pour créer cette infrastructure, il a fallu qu'ils démolissent ce qu'on appelait à l'époque la zone. C'était la zone. Et les gens qui habitaient là-dedans, c'était les zonards. Ils étaient 30 000 quand même. En fait, on a fait une balade urbaine à l'intérieur de l'échangeur avec un conférencier et il nous a appris plein de choses. En fait, l'échangeur a été construit en 1961 et avait 4 vocations. Relier le périphérique qui était en construction, l'autoroute A3, créer des grands parkings pour que justement tous les gens qui venaient de la banlieue, etc., puissent déposer leur voiture pour rentrer dans Paris. Et ça, c'était un peu trop tard parce que très vite, tout s'est engorgé et puis ça n'a pas marché. Et relier au métro et à la gare routière. Bon, c'est à se demander si vraiment ils tenaient compte des besoins de la banlieue, parce que déjà toutes ces personnes qui ont été chassées, et puis même aujourd'hui, quand on a fait cette balade, on arrive Paris 20e, à la porte de Bagnolet, il y a un superbe plan où on voit Paris 20e, et on voit très bien le tracé de la périphérique, et après, c'est tout blanc. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est perdu, hein, quand on a voulu aller voir la pièce d'un échangeur à l'autre, voilà, au théâtre de l'échangeur. On est arrivé alors sur l'échangeur de Bagnolet, où on va à gauche, à droite, du coup on a tourné en rond, t'as même franchi une ligne blanche. T'as paniqué, hein. On n'a pas s'est perdu pour aller. Mais bon, c'était dans le thème quand même, d'aller voir la pièce d'un échangeur à l'autre. C'est pas facile, hein. Et en fait, au début, Splio, ils voulaient faire un programme culturel avec une salle omnisport, ou même ils ont eu l'idée de faire une boîte de nuit construite par Jean Nouvel. Mais bon, finalement, c'est le commerce qui a gagné, le parking est géré par Vinci, qui se sucre à chaque fois hyper cher, et il y a un centre commercial maintenant qui marche très très bien. Oui, mais ce que tu disais, ça me fait penser, en fait, dans la visite guidée, il y avait un psychanalyste, et il a dit qu'il y avait 2 pathologies à l'échangeur, la pathologie de l'appendice, c'est-à-dire que tout le monde était accroché soit au volant de sa voiture, soit à son portable, soit à son caddie.
Ou, deuxième pathologie, beaucoup plus grave selon lui, la pathologie du tourner en rond. Bah oui, c'est plus grave parce que c'est très difficile quand on tourne en rond de s'en sortir. Ça me rappelle à Guyancourt, une fois, un chauffeur de bus, il a fait faire le tour du rond-point au moins 3 fois à son bus scolaire. Pourquoi il a fait ça? Bah, pour amuser les enfants, mais ça n'a pas beaucoup amusé les parents. Hein. Moi j'aime beaucoup les ronds-points. Alfortville, dimanche 20 novembre 2011, 13h30. Barbrasserie le soir, tenue par des Portugais. Dimanche, influence, difficile d'écrire. Il fait soleil, une casquette imberbarine, des buts de pattes, calvitie sur le haut du crâne, coupe de footballeur allemand, foulard, fichu. Le poissonnier d'Astérix est un maçon portugais, avec une tête bien ronde, bien sympa, et des cheveux mi-longs. Cheveux longs plus ennui, cheveux gris plus bébé. Le square Carmina est en fait contenu dans la place François Mitterrand, terminologie officielle de la place de la mairie. Le centre-ville, le centre de la ville. Le ventre, miam miam, glou glou. Être ici, sur cette place, enfin une place, un parking, on devine que c'est une place aux charpentes métalliques du marché qu'on démonte. Dead zone. Je m'installe à la terrasse du kebab, enfin une terrasse, une table avec 2 chaises en plastique. Soudain, hurlement, guttural, masculin, strident, puis silence. À côté, un type fait les 100 pas. Quelques gars discutent de l'actualité footballistique devant le bar tabac PMU tenu par des Chinois. Moi, je l'ai vu se construire, l'échangeur de Bagnolet. J'étais gamin à l'époque. Au moment où ils l'ont construit, juste avant de l'inaugurer, pour, je sais pas, pour tester, pour valider la fiabilité de l'édifice, ben, toute une journée, il y a eu un défilé de poids lourds, les véhicules les plus lourds, effectivement des poids lourds, des tracteurs, des bulldozers, des pelleteuses, qui sont tous montés sur l'échangeur. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça va s'effondrer. Le poissonnier d'Astérix a les yeux bleus. Tablier bleu du cuisinier. Lunettes noires, cuir et coupe militaire du boulanger. Passe une canne hémiplégique. Lors du soleil d'hiver sur le vert finissant des arbres du square. Casquette anglaise bleu marine. Du gris brillant et le rouge des buissons comme des coups de brosse. Lunettes fumées, capuche et survêtement. La canne hémiplégique a une casquette anglaise marron. Dimanche 20 novembre 2011, 13h40. Habitat collectif de 4 étages, baie vitrée, étroite, verticale, dalles vert olive, rouge tirant vers le noir. Le ciel est bas et gris, ça transpire l'ennui de la banlieue en hiver. Bon, plus tard, moi je l'ai pris de manière journalière pour aller bosser. J'allais bosser à Nanterre et bon, ben, l'échangeur, le périph', on sait ce que c'est. On peut être bloqué dans la voiture et on a le temps de cogiter. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je par accident ou acte terroriste. Bon, un pont. 2 ponts s'écroulent. 6 voitures qui sont dessus, bon, elles ne peuvent pas sortir. Les voitures qui veulent accéder dessus, elles ne peuvent pas. Le cauchemar, pompiers, ambulances, c'est la vie économique qui s'arrête, c'est la vie tout court qui s'arrête. De ma fenêtre, je vois un cerisier, les noisetiers, le petit figuier qui a bien du mal à pousser, et puis ce grand mur blanc de l'immeuble qui vient de se construire à côté. Les fenêtres sont très hautes, alors quand je suis au milieu de la pièce, je ne vois que le ciel, j'en suis entourée. Mais si je me rapproche, c'est là que j'aperçois les mercuriales.
Les nouveaux voisins ont installé un calibotis, je sais pas, une espèce de truc grillagé, dans leur balcon, de façon à ce qu'on ne les voit pas. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Je comprends pas les gens maintenant, ils veulent plus qu'on les voit, ils veulent plus voir personne. Moi, de ma fenêtre, quand j'étais à Alfortville, juste à côté de la salle de répétition du théâtre studio, il y avait une parcelle en friche qui était pleine de broussailles au milieu de pavillons et d'immeubles en construction à la place des pavillons. Et du coup, je m'étais dit que cet espace, il avait pas faire long feu. Et le jour où je suis parti, j'ai rendu mon appartement, je me suis penché à la fenêtre et il y avait deux personnes en costard-cravate devant la friche, ont signé un contrat et se sont quittés en se serrant la main. Traverser l'échangeur à pied. Métro Porte de Bagnolet, remonter le long du square Séverine. Entrée de l'autoroute A3. Des pelouses devant le périphérique avec des arbres, traverser et regarder les voitures. Côté droit, 5 lignes de route se croisent. Du centre commercial Bel-Est, sur le côté, une sortie pour aller jusqu'à la mairie. Les routes et les lignes se superposent, arrivées dans le paysage. À Alfortville, il y a un petit marché, Place Carnot. Et moi, ça fait 18 ans en fait que... ça faisait 18 ans que j'allais à ce marché. Tous les samedis matins, j'allais au marché d'Alfortville. Et sur ce marché, il y a une dame, on l'appelle la dame aux œufs, parce qu'elle vend des œufs. Alors elle a toutes les formes d'œufs, enfin des petits, des moyens, des C'est pas œufs une carrés, grande des brune, blancs. tu sais, assez jolie, qui est juste à l'entrée du marché, près des poteaux là d'accès? Si, c'est ça. Enfin, il a toujours besoin de la sortir, hein, à chaque représentation. Et donc elle est toujours là, elle vend du muguet, enfin au mois de mai, elle vend, enfin voilà, elle est toujours là. Et donc ça fait 18 ans. On échange des banalités, les enfants, enfin la pluie, le beau temps, enfin n'importe quoi. Puis l'autre jour, j'étais invitée chez des amis, et puis elle était là. Ben, on s'est rendu compte qu'on avait un lien de parenté. Apparaissons. Il le faut pour apparaître en force. Ne cède pas au découragement. Ne cède pas maintenant que nous sommes là. Ne doute pas. Nous serons la tourmente. Et après elle, la beauté phénoménale. L'éclaircie prodigieuse des grands commencements. Apparaissons, n'ayons plus peur. Nous voilà dans la nuit, à briser une vitre, à déchiffrer des codes. Nous avons en partage notre fébrilité. Pascal, j'avais raconté moi l'histoire qui m'était arrivée au Technocentre. Le Technocentre, c'est un site à Guyancourt, un site de Renault où travaillent 10 000 personnes. Donc c'est un grand bâtiment, enfin plusieurs grands bâtiments. Et ce jour, la neige est arrivée vers 14h. Alors tout de suite, un vent de panique a soufflé parmi les employés. Faut partir, on va être bloqué vite sur les parkings. Certains sont partis. On les verra revenir plus tard dans la nuit, obligés de faire demi-tour. D'autres ont décidé de rester. Et la neige a continué à tomber. Alors la vie s'est improvisée sur le site. Ce jour-là, 3000 personnes sont restées là. Des pique-niques se sont organisés dans les salles de réunion, un concert improvisé par quelques musiciens du comité d'entreprise. Il y a même le grand écran de l'auditorium qui avait été transformé en grand écran de match de foot. Il y avait un match, je ne sais plus lequel. Et la vie s'est vraiment organisée. Puis le soir est tombé, les gens ont commencé à s'installer pour dormir sous leur bureau. C'est impressionnant comme on cherche un toit. On s'installe sous son bureau. Puis j'ai voulu rentrer chez moi. Alors je suis parti, je suis sorti dans la neige. Cet homme qui marche dans la neige, en fait, cet homme c'est un chercheur de chez Renault, c'est une grosse tête. En fait, il est le seul à avoir compris que la grande structure qui fait le Technocentre, celle qui est en métal et en verre, en fait, du béton. Pardon, en béton et en verre, en fait, c'est pas un bâtiment, c'est un vaisseau spatial. Et qu'en fait, tous les petits vieux qu'il n'y a pas à Guyancourt, on pense que c'est une population jeune qui s'y est installée, mais pas du tout. C'est qu'en fait, les extraterrestres, ils pompent l'énergie vitale des petits vieux qui disparaissent. Et lui, du fond de son 5e sous-sol, il a trouvé l'antidote. Et donc, il a fabriqué une machine avec un laser, avec de C'est pour ça, l'électricité. il y a un laser qui part du clocher de Guyancourt
Ensuite, elle est arrivée sur Guyancourt. Elle a traversé Guyancourt. Non mais moi j'aimerais bien que la meule flottante elle arrive sur le confluent là de Chinagora, parce que Chinagora c'est pas possible. Moi je pense. Oui, depuis 1910. Des ragondins. Moi c'est Chinagora, j'en reste toute la nuit avec les forces téléphoniques. Non mais t'as vu toutes les petites lumières? Quand on arrive devant Chinagora, il y a plein de lucioles. Mais en fait, c'est tous les esprits qu'il y a là-bas. Parce que surtout l'apparition, à la plétude. Et puis Macao, parce qu'en dessous de Chinagora, c'était Macao. Et la maladie, et d'ailleurs, la chinagoraphobie aussi. Voilà. Et toutes les voitures. Moi je suis Chinagora. Un jour je rentre le soir, j'habite à côté de Rigueuse. Je regarde dans l'air, je vois tous ces dragons, là, tous ces chinois, tous ces trucs verts. Je me suis évanoui. Et je me suis retrouvé à l'hôpital intercommunal de Créteil. Et ils m'ont dit, monsieur, vous avez de la chance parce que vous avez une maladie qui est grave. C'est la chinagoraphobie. Je me suis réveillé sous mon bureau. Et je suis parti. J'ai quitté le technocentre dans la neige. Dehors, tout était silencieux. Je n'entendais plus que le bruit de mes pas. Le bruit des pas dans la neige. J'aime bien ce moment du spectacle parce que j'aime bien l'idée que Chinagora, l'échangeur et le technocentre soient détruits. C'est des espaces que j'aime vraiment pas. Et en fait, j'ai participé aux 3 expériences, là, un petit peu, à Alfortville, et puis j'ai vu celle de Guyancourt, et j'ai participé à celle de Bagnolet. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien entre ces 3 espaces-là, l'échangeur, Chinagora et technocentre. C'est des espaces dans les villes qui attirent toute l'attention, toute l'attractivité, en fait, qui sont faits pour ça, qui sont faits pour attirer des gens, attirer des capitaux. C'est des grands projets qui en fait servent, à mon sens, que des intérêts financiers. Hein. C'est des grands projets imposés. Et voilà, bon, c'est pour ça que moi, en tant qu'urbaniste, j'étais intéressé par cette démarche de spectacle, de création des habitants, pour essayer de non pas s'intéresser à ces espaces monstrueux, mais plutôt essayer de repérer des espaces plus infimes que les gens fréquentent. Et pour ça, voilà, là, nous, en tant qu'habitants, ou pas, travailleurs... J'ai fait une enquête à Guyancourt sur un bar portugais. Sur la place, là où il y a la vieille église, donc le centre historique de Guyancourt, il y a un seul bar, et c'est un bar portugais. J'ai retrouvé là-bas un copain d'enfance, et donc on s'est dit que j'allais faire une enquête là-dessus, donc j'ai été boire des coups. J'ai essayé de me familiariser avec le lieu, les habitués, tous hommes, se sont habitués à moi. J'ai jamais réussi à faire l'enquête. Et donc, on avait décidé de faire une journée fédératrice où chacun des membres de l'atelier avait un parcours, avait une enquête qui allait être filmée. Le 16 mars 2013, on se retrouvait tous au bar portugais, justement, pour faire le lien. J'étais arrivée un peu plus tôt et je discutais avec un habitué qui s'appelle Monsieur Antonio et un habitant, un des 500 premiers. Les vidéos qui ont été faites ce jour, vous avez pu les voir à l'entrée dans le bar. Oui, d'ailleurs, en fait, on les a mises en ligne, donc vous pouvez aussi regarder sur votre téléphone portable en tapant simplement électricité. On en a déjà discuté, Mathieu. C'est ça. C'est Quand pas poli de garder son téléphone allumé quand il y a un spectacle quand même. Mais je préfère vous raconter. Ces interviews, on les a faites parce qu'on racontait quelque chose à travers. Donc on se retrouve tous dans ce bar portugais où il y a un match de foot en continu que personne ne regarde. On s'était présenté Guyancourt comme une ville un peu fantôme. Là, c'est blindé. Tout le monde arrive, on passe un moment très sympa. Et au moment du café, je fais mon interview. Stéphane me pose une question relativement évidente, à laquelle j'aurais pu m'attendre, à laquelle je ne sais pas quoi répondre.
toi, pour toi, être ici? Moi, j'aurais bien proposé qu'on filme Monsieur Antonio parce que pour moi, il incarne le être ici. Il est à Guyancourt depuis toujours et sa maison était en travaux, donc il était logé à Neuilly. Tous les jours de Neuilly à Guyancourt, il venait pour passer la journée au bar, du lundi au dimanche. Et... Ah ben moi, c'est l'inverse. En fait, j'habite à Guyancourt, mais je vais travailler à Paris. Ce qui représente, comme beaucoup de banlieusards, hein, j'imagine comme vous, 3 heures de transport en commun par jour. Enfin bon. Sinon, je reviens au film, et donc au mois de mars 2013, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous me faisiez un froid de canard. Hein. Et donc, on a décidé, on se retrouvait avec Stéphane pour se faire filmer, pour représenter notre être ici à Guyancourt. Et comme il faisait un froid de canard, on a décidé d'aller prendre un café dans un bar à Guyancourt. Et vous savez combien ça coûte un café à Guyancourt? 1,80. Non, c'est 1,50 au bar portugais. Kebab, c'est 1 euro, mais avec le gobelet. Chez les Arméniens, à Fortville, à la terrasse, c'est seulement 1 euro. À Montreuil, au bar du marché, en fait, je sais pas, je prends un café, mais ça doit pas être très cher. Bah, au champ, hein, chez Paul, c'est 1 euro. Oui, il y a 3 euros là, le bar de la musique sur la place. 3 euros, le café de la musique. Voilà, moi c'est ces espaces-là qui m'intéressent, c'est ces lieux où il y a la vie qui s'anime, et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de les préserver. Et c'est des lieux, mais c'est aussi des rencontres. Par exemple, à Alfortville, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, c'est quand je suis arrivé la première semaine, j'ai voulu faire une crémaillère pour emménager dans mon appartement. J'ai invité quelques amis, il y en a 4 qui sont venus parce que j'étais à Alfortville, donc on fait placement du coup. Et du coup, je me suis dit, je vais leur faire des pâtes à la carbonara. Alors j'ai trouvé le centre commercial, le supermarché plus proche de chez moi, qui était Franprix. Je suis allé à Franprix. J'ai acheté ce qu'il fallait, donc là, tout ce qu'il faut pour faire de la carbonara, et du vin. Et puis sur le retour du chemin vers chez moi, je m'aperçois que j'ai pas acheté de verre et j'avais pas de verre chez moi, donc je retourne à Franprix et je vois le caissier à l'entrée et je lui dis excusez-moi, j'ai oublié d'acheter des verres, est-ce que vous auriez des verres? Bah, les verres, vous allez les trouver avec tous les consommables jetables, assiettes, couverts, serviettes, sopalins. Ils sont derrière les boissons. Alors j'y vais, et en effet, je trouve des gobelets en plastique, ce qui ne me satisfait pas vraiment parce que je ne voulais pas servir du vin à mes amis dans des verres en plastique. Alors je retourne voir le caissier et je lui dis non, excusez-moi, enfin, vous n'auriez pas plutôt des verres en verre? Oh non, ici on les vendrait pas, oh là là. Et en plus, c'est pas pratique, j'ai pas assez de place, j'ai pas de rayonnage pour ça. Par contre, donnez-moi juste une seconde, je vais aller vérifier un truc. Là, je le vois disparaître derrière la caisse dans sa réserve. Il ressort 3 secondes après avec deux grands verres en verre de marque Bacardi qui me tend. Bah écoutez, voilà, ça c'est des verres publicitaires. On n'en a pas l'usage et en plus on n'a pas le droit de les vendre. Ça fait longtemps que je les ai derrière, il y a un peu de poussière. Vous les laverez, mais voilà, je vous en fais cadeau, si vous les payez, je vous les offre. Alors je dis bah non, ça me gênait parce que c'était vraiment des beaux verres. Je les ai encore, c'était grand, épais, tout ça. Non mais gardez-les, gardez-les. Je vous dis, je ne pourrais pas les vendre. Et puis ils étaient derrière, ils servaient à personne. Au moins ils serviront qui vous serviront. Voilà, donc c'était une histoire en arrivant à Alfortville qui m'avait beaucoup touché. Nous, à Bagnolet, il y avait cette grosse dame. En fait, cette femme, elle a essayé de se jeter dans le vide et elle était suspendue sur une rampe de l'échangeur. Et c'est fou parce que je l'avais rencontrée à une fête très gaie, enfin tout le monde était déguisé, elle était super bien mise et tout ça, elle dansait, tout ça. Et puis au fur et à mesure de la soirée, j'ai constaté que sous son apparence joviale, elle avait l'air vraiment très très seule. En fait, elle connaissait personne et personne lui parlait. Et c'était un peu triste en fait. Moi, je l'ai vue à la gare routière internationale de Galliani. Elle arrivait et elle était toute seule. Moi, je partais. Moi, je l'ai croisée, elle déambule dans Alfortville avec une cage et un oiseau. On la croise souvent. Je ne sais pas si elle se balade, je crois qu'elle erre plutôt. Moi, je la croise souvent sous l'arrêt de bus du 103 parce qu'elle attend le bus et elle monte dans le bus avec sa cage, qui est assez volumineuse quand même. Hein. Et elle est souvent là. Je crois que je l'ai vue devant la mairie de Guyancourt. Elle était à côté du métier à bœuf et elle attendait l'ouverture de la mairie. Je la rencontre souvent quand je promène mon chien. Elle est toujours dehors. Elle n'a jamais caressé mon chien.
une fois, elle était perdue au milieu d'un rond-point. Souvent, je la vois au marché, elle glane tous les légumes, tous les fruits en fin de marché. L'autre jour, je crois que je l'ai aperçue au supermarché à la caisse. Moi, je l'ai rencontrée à la piscine hier soir. Elle parle toute seule. Ben, moi, je l'ai vue au marché, jeudi. J'allais pour acheter des fruits. J'en ai acheté, puis je lui en ai donné quelques-uns. Elle était contente, elle avait le sourire, elle m'a remercié. Mais ça s'arrange pas. Hein. Parce que moi, je la vois maintenant, elle est au carrefour de la rue Pierre-Leroux, là, et de la rue Raspail. Elle est là, c'est une rue très passante, elle est là au milieu de la rue. Toute la matinée, elle ne bouge pas, elle regarde les gens. Rien dire. Et vous l'avez pas vu? C'est l'échangeuse. Celle qui fait chier dans le bus. Enfin, qui me fait chier. Il ne faut pas dire ça. Non, mais Parce qu'elle a des sacs, elle a toujours des tonnes de sacs de merde. elle s'est inscrite à un moment, elle était inscrite. Franchement, du respect. Hein. Elle était inscrite à l'atelier. C'est vrai qu'elle bon, elle a laissé tomber en fait parce qu'elle ne venait pas toujours très régulièrement, mais c'est surtout que je crois qu'il y a eu une histoire de cul avec quelqu'un qui était dans le groupe et ça, à mon avis ça s'est mal terminé. Mais non, c'est parce qu'elle venait de son oiseau et sa cage. Il y avait d'autres petits oiseaux qui sortaient des cages. Je voulais me ressourcer, je voulais me retrouver et j'étais allé à la confluence de la Seine et de la Marne à Alfortville et elle était là, juste sur la pointe, il n'y avait personne, comme toujours, et elle était dans le vent. Un jour, je lui ai parlé. Je lui ai demandé comment il allait, son oiseau. Et puis elle m'a raconté comment elle s'en occupait, les mille attentions dont elle l'entourait, la façon dont elle avait transformé la cage, un peu comme une yourte. Elle le protégeait de la pluie, du beau temps. Elle lui avait ménagé une petite fenêtre sur l'extérieur. Voilà. Je pense que mine de rien, bon, c'est vrai qu'au théâtre ça s'est plutôt mal terminé, mais je pense quand même qu'elle était réellement amoureuse. Samedi après-midi, avec Nordine, on a décidé d'aller du côté des Alouettes, donc c'est-à-dire la cité d'Alfortville, pour rencontrer les gens justement qui allaient être logés. Alors, on a rencontré Clara qui nous a invités à boire un café chez elle. Clara, ça fait combien d'années que vous habitez là? Depuis 1972, 40 ans cette année. 40 ans qu'on est dans le quartier et maintenant ils vont démolir la barre. On va être relogé ailleurs et ça ne me fait pas du tout plaisir. Je suis un peu perdu. J'étais tellement bien ici, je comprends pas. Et maintenant, comment vous avez vécu cette espèce de déplacement? Je l'ai très mal vécu. Donc voilà, ça fait 40 ans que j'y suis et le but c'était d'y rester toute ma vie. Vivez-vous vraiment ici? Avez-vous choisi de vivre ici? Pendant combien de temps vivez-vous chaque jour à l'endroit où vous vivez? La majeure partie de mon temps. Famille, travail, loisirs. Combien de personnes connaissez-vous dans cette ville? 12, bien. 24 comme ça, et puis tant d'autres de vue. À combien de personnes avez-vous parlé? Au moins 10. 10. Et combien de personnes vous ont aidé? 5. Combien de personnes avez-vous regardé? 4379. Comment est-ce que vous pouvez définir votre vie ici? Tranquille. Une couleur? Brique, un son, les oiseaux, une expression. Salade, tomate, oignon. Un mot.
Le bord de l'étang. L'endroit que vous détestez. Usine désaffectée à cause des rails de l'amiante. Où est-ce que vous êtes tombé? Au théâtre de l'Échangeur, pendant les répétitions, je me suis endormie et je suis tombée des gradins. L'endroit où vous avez pleuré? Sur le fauteuil du dentiste. Et l'endroit où vous avez ri? À la piscine. Et l'endroit que vous évitez? Le parking du centre commercial. Connaissez-vous l'histoire? Connaissez-vous une histoire? Comment est-ce que cette expérience, elle a changé votre rapport à la vie? Moi, c'est clair maintenant. Le théâtre a influencé ma vie quotidienne. Et donc, je suis plus à même de recevoir, de voir les trucs théâtraux qui se passent. Je vois le théâtre dans la vie quotidienne. Et donc, par exemple, quand j'entends le mot Bagnolet, et ben, tout de suite, ça me fait partir dans la pièce. Et c'est génial. Voilà. Ah ouais. Oui, ça marche trop bien. Moi, ça m'a fait prendre conscience que tous les matins, finalement, on joue son petit scénario. On quitte l'appartement, on prend sa voiture, on se déplace. Et finalement, il nous appartient qu'à nous de transformer ce scénario et d'en faire quelque chose de beaucoup plus poétique. Pas besoin de grandes théories. Tous les jours, c'est une petite pièce de théâtre un peu unique, comme ce qu'on vient de faire là aujourd'hui. Je suis d'accord, moi, grâce à cet atelier, mes 3 heures de transport en commun par jour, c'est un enchantement. Ben moi, cet atelier, ça m'a permis de connaître ma ville. C'est 20 ans que j'habite à Alfortville et je ne connaissais absolument pas le sud d'Alfortville parce que j'avais des a priori, donc je ne connaissais pas. Et avec Nordine, ça m'a permis justement de rencontrer des gens et puis d'appréhender ma ville complètement différemment et de m'intégrer encore plus et de participer encore plus justement aux activités. Moi, je suis d'accord avec toi oui, sur ce qui est de mieux connaître sa vie, parce que en fait, moi, à Bagnolet, je le voyais que de mon point de vue, comme tu disais, d'aller de son appartement au métro, au bus et tout ça. Et maintenant, j'ai l'impression que je préfère, quand je veux, l'hélicoptère. Et je monte au-dessus, parce que maintenant, je sais comment ça se dessine, je sais comment les routes s'entrecroisent, et je me sens dans quelque chose de plus grand, quoi. Je suis plus que dans mon tunnel à moi. Alors moi, justement, à l'inverse de vous, c'est que moi, ça m'a rien appris sur ma ville. Franchement, alors moi, ça fait 30 ans que je suis, je connaissais bien ma ville, donc ça m'a absolument rien appris. Par contre, au niveau théâtre, oui, parce que je me suis beaucoup posé de questions. Je me suis dit, mais attends, on fait du théâtre là? Quoi? Moi, c'était une des premières fois que Et on en a eu des discussions avec c'est du théâtre ou pas? Ben oui, bien sûr qu'on a eu des discussions. Ah non, mais on va pas recommencer le débat. Non, c'est pas le débat, mais on se pose la question quand on raconte des petites histoires de la vie quotidienne, de nos petites histoires à faire raconter, parce que c'était vraiment faire du théâtre, quoi. Et du coup, je ne dis pas que j'ai une réponse maintenant, mais c'est vrai qu'après avoir travaillé tout ça, je me dis, bon, j'ai peut-être avancé un peu dans ma réflexion de est-ce que c'est du théâtre, du document théâtral, ou je sais pas quoi, je suis un peu perdue au début. C'est vrai, on a beaucoup discuté, moi j'ai même failli partir à un moment donné en me disant, je sais pas ce qu'on fait, là, moi je comprends plus rien. En tout cas, il y a un truc qui m'a moins marqué dans cette histoire et dans cette aventure. Il vous a rappelé, notre metteur en scène, que ce matin, on a répété tous ensemble un travail qu'on a fait chacun dans notre coin. Mais finalement, et j'imagine peut-être avec vous aussi, c'est les mêmes histoires dans une ville, à peu près dans toutes les villes. Et pour moi, le théâtre, ce que ça a apporté dans l'idée de la ville où j'habite et dans laquelle je vis, c'est surtout qu'on doit inclure et non pas exclure. Et on doit au contraire essayer de piocher tout ce qui peut apporter un plus et un plus. Je ne vous mens pas que je pense au Rhum. J'ai appris qu'une ville c'est fait de plein de gens différents, qui ont tous des histoires différentes, mais qui apportent tous une valeur ajoutée à cette histoire. Donc soyons toujours plus nombreux, faisons des toujours plus grandes villes, et faisons toujours plus de théâtre aussi pour la toujours. À Guyancourt, sans cette expérience, moi j'aurais jamais poussé la porte du bar portugais. Moi, ce que je trouvais intéressant dans l'expérience, c'est comment on fait aussi pour raconter une ville où finalement, dans notre spectacle à Alfortville, il y avait vraiment la question c'est quoi être chez nous. Pour raconter Guyancourt, de se poser la question comment on raconte une ville où en fait il n'y a pas beaucoup de contacts au premier abord. Et donc, est-ce qu'on raconte ça avec des vidéos, avec les nouvelles technologies et finalement, dans ce théâtre, pas théâtre, la parole, elle a repris une grande place dans l'écoute.
qu'on avait ensemble. L'idée des vidéos, c'était sympa. Hein. Tu peux toujours donner, mais si, tout le monde peut les trouver. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils vont être d'accord. Non, mais vas-y, donne-le, ils pourront toujours regarder. Si vous allez sur Être ici, vous tapez nos prénoms, vous trouverez des petites vidéos sur nos témoignages, nos réponses à la question qu'est-ce que c'est pour vous être ici? Est-ce que quelqu'un a filmé la meute? C'est ça qui m'intrigue, moi Non, parce que de 1870 à 1910, il y avait une période un peu trop longue. Faut préciser quand même. Moi, ça m'a changé quand même. Parce que moi, j'habitais là parce que c'était moins cher. Et je me disais, quand j'aurais un peu de sous, j'irais ailleurs, parce que c'est triste, c'est pauvre. Enfin, mon quartier, près de Chinagora, c'est vraiment, je trouvais ça misérable. Et donc, je voulais pas m'intéresser à Alfortville, puisque je voulais y rester le moins longtemps possible. Et puis là, finalement, ça m'a obligé à m'intéresser à Alfortville. Et j'ai trouvé des tas de choses intéressantes. Je suis allé voir aux archives après. Je vois bon, C'est une histoire, enfin, quand même intéressante. C'est riche. Je rebondis là-dessus. C'est assez facile quand on habite quelque part, de juste habiter parce qu'on est là à son appartement et on s'intéresse qu'à notre vie, on a nos objectifs, nos amis, nos sorties, nos trucs là. Et ce projet, il m'a donné cette idée qu'habiter quelque part, c'est être en lien avec l'endroit où on habite, et c'est de créer du lien avec les gens qui y habitent. C'est de leur parler. Et ce truc-là, c'est vraiment prendre possession de sa vie. Moi, ce que j'ai trouvé touchant, c'est qu'en fait, les gens sont, enfin, quand ils se posent la question, finalement, ils sont très attachés à l'endroit où ils vivent. Enfin, en voyant les autres spectacles, j'ai été vraiment touchée de ça. Moi, j'ai pris conscience en faisant cette enquête à Guyancourt que finalement c'était aussi bien que je le pensais. Un jour, Valérie, tu nous avais dit dans une des répliques, on ne choisit pas l'endroit où on va vivre, par contre on choisit d'y rester. Donc c'est pas un choix forcément, par contre rester à un endroit, là ça devient un objectif et un choix, et intimement en plus. Ça m'était, voilà, ça correspond aussi à l'idée de l'endroit où on peut vivre. Moi, je me suis senti. Voilà. Voilà, ça va continuer la saison prochaine ici dans le quartier de la Villette, ici au Théâtre Paris-Villette. Merci.